Soyez les bienvenus dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité dans le Sahel. Vous le savez, malgré les dispositions prises par les États sahéliens et leurs partenaires, la sécurité dans la région se dégrade de jour en jour, particulièrement au Burkina Faso où depuis début 2015, les attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du pays, ont fait plus de 600 morts et les zones touchées par les violences s'étendent, s'accompagnant très logiquement d'une nette augmentation ces 2 dernières années du nombre de victimes et de déplacés, et ce malgré la présence massive des forces d'intervention. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec le colonel Ousseynou Pouye, criminologue, expert paix et sécurité. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans le débrief. Merci Madame Thiam, merci de m'avoir fait prendre part à cette partie du débrief. Merci, en tout cas. Avec lui, Valdiodio Ndiaye, juriste et acteur de la société civile. C'est un plaisir également. Merci, Madame Thiam, et vous remercier de cette invitation. Et également, permettez-moi de saluer également mon colonel et par extension également à l'ensemble des téléspectateurs de Midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, colonel, qu'est-ce qui explique selon vous cette montée du terrorisme dans le Sahel? Cette montée du terrorisme dans le Sahel est exacerbée par une espèce d'inaction, en vérité, il faut le dire, parce que cette spirale, elle monte en flèche. Et quand on regarde de près, il semble que les mesures idoines n'ont pas été prises et ces mesures n'avaient pas été prévues. Or, on est en plein dans un conflit extrêmement complexe, de longue ou de courte durée, mais à l'intérieur, il faut avoir la profondeur des échanges à l'intérieur, de façon à pouvoir se dire que si un sursaut n'est pas fait, et nous allons friser carrément une guerre interminable et dont les conséquences se font sentir déjà et se feront sentir sur une longue durée. C'est ça l'élément 1 de la situation. Alors, M. Valdiodio Ndiaye, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cette montée en flèche du terrorisme dans la zone? Je pense qu'il faut essayer de revisiter cette situation-là en revisitant également l'histoire un peu remontant un peu sur le temps. Nous savons tous, une analyse nous permet de nous rendre compte que dans les années 90, nous avons tous constaté ce qui s'est passé en Algérie avec le front, le FIS, à l'époque, qui tentait de prendre le pouvoir. Je pense que ça a été un des éléments de soubassement de cette crise. Par la suite, évidemment, il y a eu une confluence de 3 vecteurs importants, à mon sens. Ces 3 vecteurs importants, nous pouvons les énumérer, c'est-à-dire d'abord, il y a eu ce qui s'est passé au Mali, avec bien sûr qui puise sa source un peu sur la crise libyenne de 2011, où nous avons, avec la chute de Kadhafi, nous savons tous que Muammar Kadhafi, le président libyen de l'époque, le guide libyen, avait au moins cette capacité de fédérer un peu pratiquement des groupes de mercenaires islamistes, terroristes, etc., qu'il dénommait un peu la 5e colonne, pour un peu appuyer, et surtout les contenir, et les payer, il les entretenait, pour un peu assurer la sécurité de la Libye. Et donc quand son régime s'est affaissé, immédiatement, pratiquement, ces groupes se sont retrouvés pratiquement sans aucune prise en charge, et du coup, ils se sont évaporés dans la nature avec leur armement et ont essayé de survivre. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi ce qui s'est passé au Nigeria avec le groupe Boko Haram, qui certes c'est dans le lac Tchad, mais néanmoins il y a une extension de ce groupe-là pratiquement vers le Niger, donc la zone sahélienne. Je pense que c'est cette confluence de plusieurs facteurs, notamment la crise libyenne,
le groupe des gangsters, terrorisme, islamo, on ne comprend même pas ce que ça veut dire, hein, avec des résidus qui sont à leur affiliation à Al-Qaïda du Maghreb. Et tous ces groupes-là, en fait, sont le terreau de ce que nous constatons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est eux aujourd'hui qui sont responsables d'une certaine manière de ces défis, de ces problèmes sécuritaires en Afrique de l'Ouest essentiellement. Et évidemment, en extension également en Afrique centrale. Donc je pense qu'il faut vraiment analyser la chose en tenant compte un peu des causes profondes. Comment ça s'est constitué, comment ça s'est développé, et aujourd'hui, quels sont leurs moyens d'action et comment les États se sont organisés aussi pour essayer d'apporter la riposte. Et quels sont les pays, les expériences des pays aujourd'hui, par exemple, qui tant bien que mal sont parvenus à les contenir, comme le cas, quoi que l'on puisse dire, la Mauritanie, l'a plus ou moins contenue avec une assez grande subtilité, en essayant un peu de les phagocyter dans ce qu'on appelle ici des daras, mais plutôt des espaces d'études coraniques, etc., en luttant également contre eux. Si vous voyez par exemple ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le départ de Blaise, qui était en interaction avec ces groupes-là, négocié avec ces groupes-là. Aujourd'hui, depuis qu'il est parti, nous savons que le Burkina Faso, depuis qu'ils nous ont démantelé leur groupe, le bataillon qui s'occupait un peu des questions sécuritaires, fait face à ces problèmes-là. Donc c'est tellement complexe, comme le disait le colonel, il y a tellement de facteurs, de causes, de relations de causalité, d'intérêts en jeu, et également l'attitude même également des puissances, hein, des puissances qui interviennent, comme la France. Parce que de plus en plus, tout le monde se pose la question. C'est vrai que la France, par exemple, a aidé le Mali à contenir l'avancée des djihadistes en 2013. Ça, par ailleurs, nous allons y revenir. Je vais y revenir. C'est un peu pour voir la complexité de la situation, mais néanmoins, la posture de la France par rapport à ce qui se passe à Kidal suscite des interrogations. Ce qui se passe également au Niger. Nous savons tous que les grandes puissances, ils ont des drones, ils ont des capacités de détection, par exemple, de toute avancée avec leurs drones, mais néanmoins, ils laissent, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, les attaques continuent. Les attaques continuent. Voilà. Alors, colonel, M. Ndiaye l'a dit, les causes, elles sont profondes, tout a une explication. Mais qu'est-ce qui motive en général ces terroristes? Ce qui les motive, ce sont des situations de tout ordre. D'abord, bon, on leur a attribué des prétentions d'appartenance à l'islam, ce qui n'est pas très exact. Mais on se rend compte que c'est en partie exact, sans que ça soit totalement vrai. L'autre élément, c'est que ces groupuscules et ces groupes au nombre indéfini et qui se dirigent dans l'espace qui leur est laissé, a encore un autre terreau, c'est quoi? C'est l'inoccupation du terrain. L'autre élément est la pauvreté endémique dans ces zones. Et le dernier élément, c'est quoi? C'est en fait l'acceptation par les populations de ces groupes qui occupent une place qui n'est pas la leur, mais qui devait occuper un État, une institution ou un groupe organisé. C'est fait que la désorganisation, donc, gagne cet espace. Et la chance de ces groupes terroristes est que, en fait, leur dilution est remarquable. Ils n'ont pas d'appartenance géographique réelle. L'histoire les lie et les problèmes d'ordre sociaux et devient plus ou moins leur raison d'être. Donc quand vous prenez la confluence de ces trois éléments, vous avez en fait des groupuscules qui sont forts et faibles, mais aussi
quand ils sont devant une armée ou un groupe organisé qui n'a pas les moyens de sa défense, qui n'a pas les moyens de sa prévention, qui n'a pas les moyens de sa riposte, mais il est facile de créer le contact. Et quand le contact est établi, mais souvent, la plupart des dégâts se lisent dans le corps organisé qui est l'institution ou l'État ou le groupe hiérarchisé. Parce que jusqu'ici, les actes de ces terroristes restent infondés. Rien ne justifie leurs actes. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement le terrorisme, parce qu'il est évidemment, il reste une menace centrale, mais il s'hybride avec d'autres phénomènes tels que les milices communautaires au sein même des communautés. Justement, ça, c'est l'agrégat qui est le plus complexe. Vous voyez, le pilier développement, quand il n'est pas mis en place, quand il n'est pas d'abord préparé, planifié, mis en place, mais les populations quittent cette zone qui est une zone de paix pour aller dans la zone de litige qui est en fait à leur profit plus nourricière. Donc le captage de ces populations qui n'ont pas où aller devient plus facile pour les groupes terroristes. Ça, c'est essentiellement ça qui fait que les terroristes ont gain de cause sur ces populations flottantes. Et il y a un élément important qui est l'extension, pas du conflit, l'extension, ce que j'appelle l'extension du captage des populations. Pendant que l'État fait, ça se défait de l'autre côté. Et les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? À se nourrir, à vivre et à s'épanouir. C'est vrai qu'ils ne s'épanouissent pas avec des groupes terroristes, pas du tout. Mais ils ont un peu de mieux par rapport à ceux dont ils disposaient dans un État organisé. C'est ça la différence fondamentale. Monsieur Ndiaye, quelle est la faille? Parce qu'au début, on s'attendait, c'est juste un exemple que je donne, à des hommes qui attaquent, mais aux dernières actualités, ce sont les femmes maintenant qui dirigent ces opérations. Là, il y a la population qui se mêle un peu, on ne reconnaît plus qui est terroriste, qui est groupe armé. C'est mélangé. Bon, je pense que la faille, tout à l'heure, le colonel a fait état de ça. C'est-à-dire que, par exemple, devant la démission de l'État, avec une crise économique extrêmement profonde, le manque de perspective des populations en termes d'emploi, de prise en charge même de leurs besoins les plus élémentaires, il est évident que donc on peut avoir des réactions de ce genre-là. Si vous prenez par exemple, si vous observez bien ce qui se passe généralement dans ces pays-là, on a parlé tout à l'heure du cas du repli identitaire que nous constatons par exemple. C'est avec beaucoup de prégnance par exemple au Mali, avec les Peuls, etc., les conflits entre les conflits ethniques, avec des connotations de terrorisme derrière. Donc c'est pour cela que je dis que la situation est tellement complexe. Au départ, c'était identifié comme, par exemple, des groupes islamiques qui cherchent à instaurer un État islamique. Ça, c'était l'analyse la plus simpliste de départ. Mais c'est après, avec l'évolution, que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait dedans des aspects communautaires, avec des confluences de repli identitaires. Il y a également des questions économiques, des questions de prise en charge économique qui ne sont pas assurées par l'État. La diminution des États également, qui ne parviennent pas à contrôler l'étendue de leur territoire. Imaginez par exemple le cas du Mali. On a même l'habitude de dire que c'est vraiment la portion qui est au sud qui constitue le Mali utile. Tout le reste, ça n'a pas tellement d'importance. Nous allons y revenir. Donc l'un dans l'autre, ça crée ces situations-là. Et du coup, les populations, des fois, devant cette manque de perspective, s'ils ont devant eux, par exemple, des groupes organisés qui leur règlent des problèmes élémentaires de survie, elles ne se posent pas la question d'où proviennent, par exemple, ces moyens de survie. Et ben, maintenant, je pense que ce soit des hommes ou des femmes, le problème de fond, c'est des questions de survie. Par exemple, si vous vous rappelez, c'est l'accord, par exemple, que le gouvernement malien, avec l'Algérie, avec l'aide de l'Algérie, avait instauré
le principe, c'était d'aller vers une décentralisation très prononcée. Mais matériellement, ça n'a pas été le cas en termes de mise en œuvre. Donc, je pense que c'est essentiellement la faiblesse de nos États qui a conduit à cette situation-là. Peut-être vous m'avez devancé sur ça parce que cette situation critique a aussi permis la création de l'ancrage local de groupes d'autodéfense. À l'exemple de Kogouego au Burkina Faso, on l'a vu, qui pallie l'absence de l'État en s'érigeant en sorte de police rurale, mais parfois aussi en système judiciaire et pénal parallèle. Expéditive. Je pense que j'avais fait une mission en 2015 au Burkina Faso au lendemain des élections législatives. Effectivement, le groupe Kogouego, dont vous faites état, nous nous sommes tous rendus de leur importance, surtout au nord. Par exemple, comment ils prenaient la place de l'État en légiférant, en jugeant même des populations. C'est devant la démission de l'État, on voit ces cas d'espèce. Et ceci est d'autant plus regrettable et aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que la réponse qu'est en train d'apporter nos classes dirigeantes dans les différents pays, c'est généralement pas des réponses adaptées. Ils sont toujours dans un système classique de gestion de crise avec la création de coalitions ou bien de groupes opérationnels, etc. Et ensuite, ils sont là à chercher les moyens à l'extérieur. Alors qu'il faudrait réfléchir à des possibilités de fédérer tous ces groupes d'autodéfense qui ont la prétention de travailler pour la défense de la République. Il faut les fédérer, essayer de voir comment on peut avoir des moyens endogènes pour faire face à ces situations-là. Alors, colonel, comment peut-on expliquer le fait que ces groupes terroristes-là aient, pour la plupart du temps, plus de moyens que les États eux-mêmes? En fait, quand on regarde de près, ces groupes terroristes n'ont peut-être pas plus de moyens que les États. C'est parce que, en fait, leur présence est d'abord spectaculaire. Je vous donne un exemple. Au Rwanda en 92, à un moment donné, le gouvernement était porté, en fait, la population était portée à penser que les rebelles, en fait, je m'excuse, n'avaient qu'un seul œil. C'était des cyclopes. Psychologiquement, ça joue. Donc, ce qui est spectaculaire, en fait, impacte et sur le moral, et sur le physique, et même sur la technique certainement. Les États ont leurs moyens propres, mais l'espace occupé est tellement vaste qu'il leur faut des positionnements. Ce positionnement-là doit vous permettre de faire de la projection en cas de difficulté et d'aller de l'avant ou sur les flancs. On se trouve qu'en fait, les terroristes, chaque fois qu'ils font une action, si petite soit-elle, cette action est spectaculaire. D'ailleurs, actuellement, quand vous regardez au Burkina Faso, ce n'est pas des petites actions. Quand on engrange, on n'a pas fait une comptabilité mortuaire, c'est vrai, mais quand on regarde, on fait le calcul à la va-vite. Je pense qu'on est après à 700 morts au niveau du Burkina Faso. Est-ce le ventre mou de l'ensemble du G5 Sahel? C'est la question qui se pose d'ailleurs. Seulement, ce n'est pas le seul ventre mou. C'est un ventre mou au Mali. Quand bien même la mission multinationale des Nations Unies est là-bas. Vous avez un ventre mou en Mauritanie. Il se trouve que la Mauritanie a eu la chance, à ce jour, n'a pas subi d'attaque particulière. Mais auparavant, entre 2005 et 2010, ça a été douloureux pour la Mauritanie. J'ai eu la chance d'y servir. Quand vous prenez le Niger, ils sont en train de prendre vraiment... Ils sont en train d'être pris en étau par les djihadistes. Seul le Tchad y échappe. Pourquoi pas le Tchad? Le Tchad a une espèce de tradition plus ou moins guerrière, une mobilité légendaire, qui fait qu'a priori, ils contrôlent leurs montagnes. Et au Tchad, qui tient les montagnes, tient les villes. C'est ça la différence fondamentale entre ces pays du G5 Sahel qui sont ensemble, qui doivent le rester, mais qui ont très peu de moyens pour se défendre. Et restons sur la situation au Burkina Faso. Elle se dégrade de jour en jour. Quelle analyse en faites-vous? Là, comme je l'ai dit depuis le départ, docteur, comme je l'ai dit, moi je crois qu'il faut un sursaut. Il faut carrément, je viens de lire quelque part que 500 soldats. Mais 500 soldats, pour les aguerrir et les mûrir,
il faut un temps de latence. Le temps de latence demandera facilement 18 mois. Ils seront peut-être libérés ou maintenus dans les armes, ou sous les drapeaux. Mais ces gens n'apporteront pas beaucoup à une armée qui est professionnelle, ou une armée qui est même non professionnelle. Le plus important, c'est quoi? Que ces armées valorisent les acquis de leur expérience. Dans ce cas précis, qui est la lutte contre le terrorisme. Mettre un point d'honneur sur les forces spéciales, mais en fait, les forces spéciales aussi, elles ne peuvent pas être extensibles à l'infini. C'est des corps où le capital humain, les effectifs sont assez réduits, pas trop réduits, mais assez réduits pour leur permettre d'intervenir sans aller à la saturation. Mais je dis encore que, ça c'est net et clair, que le G5 Sahel a intérêt, tout intérêt à créer le sursaut, faire une rupture qui leur permette de dire, écoutez, les menaces, il faut que ces menaces cessent. La paix est rompue. Maintenant, allons carrément vers la guerre. Défendons nos intérêts. Défendons nos intérêts, on l'a vu, ces violences, elles s'étendent. Comment expliquer cette fragilité des États et leur incapacité à faire face aux attaques terroristes? Vous me permettrez un peu de revenir un peu sur le cas du Burkina Faso, compte tenu de sa complexité. Et aujourd'hui, par exemple, tout le monde se pose la question, comment se fait-il, par exemple, le Burkina, qui a une tradition également très guerrière, hein, depuis, avec le régime, nous savons tous, de Blaise Compaoré, qui avait instauré pratiquement un système assez draconien, avec un contrôle pratiquement de l'étendue de son territoire. Maintenant, sur le Burkina aujourd'hui, pourquoi il y a ces actes de terrorisme, etc. Je pense qu'il faut l'analyser un peu sur plusieurs axes. C'est-à-dire, depuis la chute de Blaise, nous savons tous le rôle qu'il a joué en tant que médiateur, en tant qu'élément alternatif pour régler la crise malienne à l'époque. Nous savons également le général Diendéré, pratiquement, c'était l'interface entre Blaise et les groupes AQMI, etc., du nord du Mali, etc. Et nous savons tous qu'il y a pas mal de terroristes qui étaient logés, par exemple, au Burkina, aux frais de l'État burkinabé, durant des mois. Et ça a permis peut-être à un moment donné même d'apaiser les tensions dans la sous-région, etc. Donc cette connexion assez profonde qu'avait l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré avec les terroristes, où il servait pratiquement de médiateur pour libérer même les otages qui étaient pris, etc. Aujourd'hui, quand il a été renversé à l'issue de ce qu'on peut appeler une révolution, et l'État, pratiquement, ce sont ses proches aujourd'hui qui se retrouvent à la tête de l'État, notamment avec le président, comment il s'appelle encore, le président burkinabé, l'actuel président burkinabé, Roch, qui fut son premier ministre, etc. Donc, ces nouveaux dirigeants se sont mis à démanteler un dispositif sécuritaire qui était en place. Ça a été l'un de leurs premiers actes politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils n'ont pas su plus ou moins sauvegarder l'interaction qu'ils avaient avec les groupes terroristes. Et qui sait, maintenant, ça c'est une interrogation à connotation politique. C'est-à-dire, nous savons tous que Blaise Compaoré aujourd'hui a renoncé à sa nationalité burkinabé pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Quel est le rôle? Il faut se poser la question. Quel est le rôle aujourd'hui qu'il joue dans cette affaire-là? C'est un questionnement, je n'accuse personne. Parce que justement, peut-être, il peut, en termes de perspective politique, on ne sait jamais, les politiques sont tellement forts, il peut se mettre en connexion avec ces gens-là, par exemple les groupes terroristes, etc., et se positionner comme quelqu'un, au moins quand il était là, il y avait la paix. Mais depuis qu'il est parti, le pays a sombré dans l'instabilité. C'est un questionnement politique. Hein. Je me pose la question, c'est une hypothèse qui doit être mise sur la table. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, par exemple, le gouvernement burkinabé a tout intérêt aujourd'hui, par exemple, de manière
très subtile à essayer de voir aujourd'hui quels sont, d'évaluer ses alliés sur place et de voir, d'essayer de capitaliser l'expérience, par exemple, de ces militaires face au terrorisme à l'époque pour pouvoir régler cette question-là. Parce qu'au nom de l'intérêt supérieur de la nation, je pense qu'ils doivent pouvoir reconsidérer un certain nombre de positions. Ça, c'est un point qui me semble important. Ce qui nous ramène à la question de savoir comment expliquer cette fragilité des États et leur incapacité à faire face aux attaques, mais ça sera dans la seconde partie. Merci. C'est reparti pour la seconde partie du débrief. Comme je le disais tout à l'heure à M. Ndiaye, les violences s'étendent aux autres pays, le Tchad, le Mali, le Niger. Bon, notamment, on parlait du cas du Burkina Faso. Mais comment expliquer cette fragilité et l'incapacité des États à faire face aux attaques? Parce que dans nos États, tout est priorité. C'est-à-dire, vous regardez un peu, pratiquement tous les États se ressemblent dans leur mécanisme de fonctionnement et de leurs urgences, des priorités à régler. Nos États sont faibles depuis leur accession à l'indépendance. Ils n'ont pas su prendre en charge la question d'abord de la consolidation même, de la création d'une nation forte. Et je pense que maintenant, en termes de conséquences, c'est-à-dire institutionnellement, aujourd'hui pratiquement, si vous regardez les pays, pratiquement les mêmes questions reviennent à chaque législature pratiquement, chaque président qui vient avec ses propres options. Et la continuité de l'État n'est pas tout à fait assurée, surtout dans certains pays où il y a des ruptures constitutionnelles assez fortes. Déjà ça, c'est un terreau essentiel dans la fragilité de nos États, ça c'est un. Deuxième élément, maintenant, la crise économique aidant. Parce que vous vous rendrez compte qu'on n'a pas les moyens de nos politiques, pratiquement dans tous les États qui sont frappés par le terrorisme. D'abord, ils n'ont pas su prendre en charge cette question de sécurité parce que justement, ils n'ont pas su constituer une armée-nation. Je parle sous le contrôle de mon colonel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su constituer une armée-nation avec un socle assez fort. Généralement, les armées que nous constatons dans la sous-région, pratiquement, c'est des armées soit à connotation fortement ethnique, à l'exception peut-être du Sénégal ou d'autres pays, mais c'est à connotation fortement ethnique et généralement, ça pue son origine dans, vous verrez un président de la République qui accède au pouvoir pratiquement à une tendance à vouloir prendre que ses parents pour créer une armée histoire de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Ça, ça ne devrait pas être le cas. Deuxième élément maintenant, avec cette faiblesse congénitale de départ, évidemment, il est difficile de pouvoir faire face à ces confluences à incidence sécuritaire. Parce que, nous le disons tout le temps, le terrorisme, les défis qui les interpellent aujourd'hui devant la sécurité, même nous rendons compte que même les grandes puissances ont du mal à faire face. Est-ce que nous, nos petits États, avec leur faiblesse, ont cette capacité de faire face à une guerre asymétrique, spectaculaire? Parce que nous savons tous ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, ils se regroupent avec des intérêts précis, avec des enjeux qui leur sont propres. Des fois, ils vous disent qu'ils sont à connotation islamique, ils veulent prendre le contrôle de l'État, etc. Mais maintenant, quand ils attaquent, pratiquement, ils ne préviennent pas. Et nos armées étant désarticulées avec des services de renseignement assez faibles, résultat des courses, nous constatons ce que nous constatons. Alors, colonel, on voit ce manque de réaction des armées presque impuissantes face aux attaques terroristes. Qu'est-ce qu'il explique? Bon, d'abord, les armées, de façon globale, les forces armées, comme on dit au Sénégal, la défense et la sûreté tient son développement à la base sur ce qu'on appelle la paix et la stabilisation. Et cette stabilisation est souvent née de la vie d'un État. Comment les institutions ont été créées, comment les institutions sont développées, comment on a pu pérenniser, en tout cas d'une façon générale, la dotation de pouvoir,
et comment aussi on a évité de personnaliser cette dotation de pouvoir et de responsabilité. Donc les forces armées le tiennent de là-bas. Si maintenant ces forces armées ont été institutionnalisées, ont eu leur mission régalienne, une chefferie, disons, une conduite de la hiérarchie qui est correcte. Et en bas, nous avons une masse critique qui arrive à s'administrer, à opérer, à développer. Nous avons la meilleure armée qui soit au monde. Il faut tenir compte d'une chose, que nous avons des armées extrêmement jeunes. 50 ans, ce n'est pas beaucoup. Pour un État, 50 ans, c'est encore moins que cela. Pourquoi? Parce que pour la Révolution française à maintenant, la France a eu des sursauts. La France a eu des ruptures extrêmement graves. L'histoire nous les a enseignées. Mais les institutions ont tenu. Il y a eu des ruptures, mais d'une façon globale, ça a tenu et le pouvoir est devenu le pouvoir a été pérennisé. La dotation de pouvoir a été pérennisée d'une façon plus ou moins logique qui permette à ces armées de se stabiliser. Si nous avons des armées très jeunes, les ruptures ont été violentes, ont été brusques. Et le sous-développement nous a ancrés encore dans des erreurs qui conduisent à ce que nous savons dans notre zone actuellement. Et là, nous parlons du manque de moyens et du manque de formation et d'expérience surtout. Le manque de moyens, c'est essentiellement les moyens financiers, les moyens humains. En tout cas, moi, je ne prêche pas, je ne dirai jamais qu'une force n'a pas assez de moyens. Non. Le recrutement, là, il peut être un recrutement sur 100 000 hommes. Mais quand vous prenez les 100 000 hommes, où est la qualité? Nous travaillons essentiellement sur la masse critique, que les gens soient bien formés et que le minimum soit dû aux soldats qui se lèvent le matin de très bonne heure, qui garde un poste et qui a le devoir de garder le poste, qui doit mourir à ce poste. D'où l'importance de la qualité de la formation. Exact, madame. C'est ce qui fait que les Américains, quoi qu'on dise, ils parlent de training. Dans les pays anglophones, c'est exactement ça. La formation et la formation et la formation. Ce qui fait que donc, le vécu est transformé en action. Et ces actions-là sont souvent salutaires pour les armées qui se veulent armées respectables. Malheureusement, dans notre zone, nous avons des zones de difficulté où les finances manquent et des moments où évidemment l'assez forte qui a fait qu'une armée, en tout cas, ou une unité de sécurité a tenu, perdre de son essence. Pourquoi? Parce que la retraite arrivant à temps, les flux se renouvellent. Mais cela ne doit pas empêcher à une unité de sécurité ou de défense de garder l'essentiel de sa force stratégique, tout en privilégiant effectivement aussi un élément important, c'est le protocole et la hiérarchie telle qu'elle est dessinée. Si la hiérarchie est faussée, le protocole est faussé, l'inorganisation s'installe. Donc nécessairement, vous avez un déphasage dans le commandement. Et ce qui fait que donc il y a un déphasage sur le commandement, dès qu'il y a une action, une contrainte de crise, il y a un effritement en fait de cette unité pour laquelle il avait été prévu beaucoup de moyens, que ce soit l'entraînement, la formation, la résilience et même la grande prévention. C'est là où souvent les États font des erreurs. Parce qu'on le voit à l'exemple des attaques qui se produisent au Burkina Faso. À chaque fois qu'il y a une attaque, on se demande où se situe l'armée et pourquoi il y a autant de retard à intervenir. L'exemple le plus frappant, c'est un des présidents du G5 le dit avec force. Il dit qu'il ne s'agit pas d'une faille, il s'agit de plusieurs failles. Et ce qui est frappant, c'est que quand on a attaqué, quand le PC du G5 a été attaqué à Sévaré, en vérité, il ne fallait en aucun cas le replier sur Bamako. Il fallait le réinstaller
même pas réarmer, le réinstaller, le réarmer moralement pour qu'une autre attaque survienne et qu'il y ait une résistance parfaite. Mais quand un PC déménage, ça pose problème. Psychologiquement, c'est assez dangereux. Et ça, c'est très dangereux pour eux. Ce qui fait que donc l'affaiblissement n'est pas total, mais le G5 a perdu quand même ses lauriers. C'est le moment pour eux de voir maintenant, politiquement, comment se réinstaller complètement, où que ce soit, d'une façon diplomatique aussi. Comment le faire? Pourquoi? Parce qu'ils ont réclamé effectivement, à corps et à cri, l'application du chapitre 7 des Nations Unies. Ce chapitre-là, en articles 39 et 40, et il y a à manger et à boire à l'intérieur. Et le réclamer ne veut pas dire l'avoir. Pourquoi? Parce que ce chapitre définit des critères d'attribution qui parlent de paix, de rupture de paix, de menaces graves. Ces menaces graves existent réellement, mais il faut les quantifier, il faut les tabuler et pouvoir argumenter pour que ce chapitre 7 soit applicable au G5 Sahel. Ils ont même dit l'autre élément, sans vous couper madame, le président aussi a encore parlé de l'absence de reconnaissance du G5 de la part des Nations Unies. C'est en partie vrai. Ils ont l'onction, ils ont la bénédiction, mais ils n'ont pas la totale reconnaissance. C'est pourquoi je dis qu'il a été bon que ECOWAS vienne un peu en appui et que l'OIA aussi vienne en appui. Et que le Forum Dakar aussi s'intéresse à ce G5 sans y être partie prenante. Exact. Il a dit tout à l'heure, le colonel, les États n'assurent même plus leurs fonctions régaliennes. On le sait, c'est le manque de moyens, leur tendance à ne pas pouvoir faire face à ces nombreuses attaques et exercent, d'autres acteurs plutôt exercent et font la relève plutôt d'une sorte de gouvernance partagée. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que cette violence risque de déborder vers certains pays du Golfe, de Guinée, avec le Cameroun qui fait déjà sa part avec la crise anglophone. Évidemment, parce que je pense que le Cameroun, en fait, il faut qu'on essaie d'identifier un peu la crise anglophone, qui a une connotation politique en même temps, et pratiquement les anglophones au Cameroun se sentent un peu marginalisés dans la gestion du pouvoir, etc. Pour autant, je pense que la crise anglophone au Cameroun, si on apporte des réponses politiques, une réponse politique adaptée, peut trouver une solution. Je pense que la crise, pour moi, ce qui se passe au Cameroun, la crise anglophone n'est pas très grave. Ça peut se gérer politiquement à condition que le gouvernement, qui a appelé récemment à un dialogue politique, puisse faire des avancées substantielles. Et il y a le nord du pays qui est également touché avec Boko Haram. Je reviens maintenant sur cet aspect qui est un peu plus grave. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons par exemple qu'avec cette guerre asymétrique menée par Boko Haram en direction par exemple du nord, qui sévit au nord du Cameroun, au nord également du Nigeria et également au sud du Tchad, pose un problème également d'instabilité dans la région des Grands Lacs. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que l'Union africaine se saisisse de manière résolue de ce dossier-là. Parce que aussi, je pense qu'au-delà du G5 Sahel, qui est un groupe assez restreint, qui a essayé de gérer compte tenu qu'ils étaient tous touchés par cette question-là. Mais qu'a fait l'Union africaine aussi? Ça pose un autre problème. C'est-à-dire l'Union africaine avait mis en place une force d'attente et avait même nommé un général, je pense que c'est le général Sekouba Konaté, l'ancien président de la transition en Guinée, qui est, je pense, qui est en principe à 10 pour cette question-là, mais depuis lors, cette armée n'avance pas. C'est-à-dire, on ne parvient pas à mettre nos moyens ensemble pour créer une force d'attente assez forte et prendre en charge cette question-là, à part peut-être nos interventions assez éparses en Somalie, etc. Alors que ce qui se passe en Somalie
Et pratiquement, c'est à peu près les mêmes rudiments qui se passent dans les régions des Grands Lacs et également en Afrique, dans le Sahel. Et là, vous avez parlé du G5 Sahel, vous l'avez brossé un peu, ce fuseau central de la coalition qui peine à contenir les assauts du mouvement terroriste. Et la présence des forces étrangères dans la zone sahélienne, qui sont très nombreuses. Et là, on se pose la question de savoir si elles jouent vraiment leur rôle. Moi, j'ai l'impression que tout à l'heure, le colonel a dit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, quand il disait que, par exemple, quand il y a une attaque, c'est une somme d'erreurs qui ont conduit à cette attaque-là. C'est-à-dire que, par exemple, toute la chaîne de commandement a failli. Peut-être du point de vue des renseignements pour détecter les mouvements de troupes, le dispositif qui devait se déporter sur les lieux, les renseignements n'ont pas travaillé en plein régime pour anticiper sur les attaques, etc., etc. Et maintenant, même des fois, par exemple, une fois que les attaques sont menées, la réaction tarde à venir, généralement, c'est médecin après la mort. Donc, je pense que ça, c'est vraiment symptomatique de nos États en Afrique. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe, pourquoi le G5 Sahel n'est pas aussi opérationnel, parce que je pense qu'ils n'ont pas su fédérer réellement leurs moyens. Il faut que les Africains, par exemple, aient cette approche de rupture, de tout attendre de l'extérieur. C'est vraiment impertinent, pratiquement, de mettre en place une structure, ensuite d'attendre de l'aide. Alors que les pays qui sont concernés, au moins, peuvent faire une sorte de taunting, essayer de faire une mobilisation endogène avec les moyens de l'intérieur pour essayer de faire face à cette question-là. Parce que nous savons tous que, par exemple, en matière de renseignement, pour anticiper sur la prévention, par exemple, des attaques terroristes, par exemple, la coopération des populations est essentielle. Mais maintenant, si la coopération faillit, parce que justement, vous n'avez pas su pénétrer ces populations-là, les prendre en charge sur des questions, essayer de les accompagner, et qu'eux-mêmes se retrouvent finalement à être les alliés des terroristes, ça pose un problème. Donc, est-ce que la stratégie, elle est bonne? Parce que déjà, le fait d'attendre les moyens de l'extérieur... C'est un problème de stratégie. Regardez, tout à l'heure, le colonel a fait allusion à ça, quand il disait que, par exemple, l'attaque de Sévaré, mais c'est une catastrophe. On attaque le siège du G5 Sahel qui est installé à Sévaré. Pour toute réponse, vous déménagez. Ça veut dire que dans la perception des populations, de ceux mêmes qui vous ont attaqué, mais vous avez fui. C'est simplement ça. Ce n'est pas un repli. Allez vous réinstaller à Bamako, etc. Vous avez fui la zone. Ça veut dire que quand vous fuyez la zone, par ricochet également, vous avez abandonné les populations de Sévaré à leur propre sort. Et pourtant, c'est un groupe de 5 États qui doivent lutter contre le terrorisme. Ça, c'est un deuxième élément maintenant. Par rapport à votre question antérieure tout à l'heure, vous avez parlé de ce que nous avons remarqué. L'intervention, il y a l'armée américaine qui est sur place. L'armée française est sur place. Il y a la force Barkhane. Il y a également l'amunissement. Donc, pratiquement, toutes les armées des grandes puissances sont sur place. Et ne parviennent pas à aider, en plus le G5 Sahel, à régler cette question-là, à contenir la situation. Pourquoi cette inefficacité? Il faut se poser des questions. Nous savons tous qu'aujourd'hui, par exemple, l'enjeu en Afrique, c'est les ressources minérales. Et selon, je ne suis pas très sûr, mais je pense que si on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu, le nord du Mali est suffisamment riche en or. Et probablement même en pétrole et en gaz. Pratiquement, ce qui a été découvert en Afrique en termes de ressources, on n'a pas encore exploité les 40% de nos ressources. Il en reste encore. La preuve, l'exemple du Sénégal. On n'a pas encore exploité tout notre potentiel de ressources minérales. Vous partagez cet avis, colonel? Oui, moi, je suis de la société civile. Je ne suis pas tenu par l'obligation absolue je demande de si vous partagez ces propos. Parce que là, l'efficacité des forces étrangères dans ces zones en conflit pose problème. Ça pose de sérieux problèmes. Parce que moi, je me rends compte qu'on a addition de forces
une multiplication de forces. Et ce qui est grave, c'est une diversité des forces. Moi, ce en quoi je peux croire, c'est le G5 Sahel encore, je n'y crois pas trop, mais je les appuie. L'autre élément est que ECOWAS est arrivé à faire un travail quand même quelque peu bon, et même bon, dans sa zone de compétence. L'OUA a eu à faire ses preuves, il faut la vérité, au Rwanda, avec le groupe d'observateurs militaires neutres en 90, 92, 93, qui s'est mis en menuard. Il est possible toujours de demander le soutien sans faille des pays très développés, comme la France, le Canada, les États-Unis, sans les nommer. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont une technicité dont nous ne disposons pas. Mais ce qui est certain, c'est que sur le plan physique, le plan intellectuel, on est en mesure de mettre en place des opérations qui permettent à la nation de se sentir armée, à l'armée de se sentir nation. Et avant ça, il a été dit partout que si un État devient une nation correcte, cette nation, il est capable de faire des plans de développement qui permettent à la politique d'abord d'être saine, à la diplomatie d'être extrêmement combative et positive, et enfin à la paix de s'installer, à la stabilité de se continuer pour pouvoir avoir un développement auto-centré sur la base de cette paix, de cette stabilité. En tout cas, leur présence dans ces pays, alors qu'ils sont toujours en crise, pose problème parce que les gens ont du mal à le comprendre. Il y en a beaucoup. Surtout que toujours sur l'intervention, par exemple, c'est des pays du Sahel, pratiquement, qui sont des pays à découvert. C'est-à-dire une colonne qui se déplace d'un point A avec à des B. frontières poreuses. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de végétation. J'aurais compris si c'était au Rwanda, en RDC, avec les arbres. La végétation. Mais ici, c'est à 1000 mètres, par exemple, le Mali, il n'y a même pas d'arbres. On voit arriver, on ne réagit pas. On ne réagit pas. Donc, et là, malheureusement, nous sommes presque au terme de ce débrief. Mais j'aimerais bien qu'on aborde un peu la situation des droits humains dans ces pays-là. C'est vrai, il nous reste moins de 2 minutes, mais très rapidement, quitte de la situation des droits humains dans ces pays. Je pense que la situation, moi, je m'adosse un peu sur les collègues, ce qu'ils ont eu à faire en termes de travail. Globalement, la situation des droits humains dans les pays de la zone sahélienne, pratiquement, c'est problématique. C'est problématique dans la mesure où il n'y a pas réellement d'avancée. On continue à faire du surplace, notamment au niveau des réformes institutionnelles. La liberté de la presse, souvent nous savons que la presse, la liberté d'expression sont attaquées, etc. Les journalistes ont des problèmes. Les populations également ne sont pas suffisamment formées pour prendre en charge leurs droits. Et du coup, généralement, il n'y a pas réellement d'avancée sur cette question. Beaucoup de victimes, beaucoup de déplacés. Très rapidement, colonel. Bon, ça veut dire que cet élément des droits humains sont des éléments extrêmement importants. J'ai vu en Bosnie, la prise en compte des droits humains à travers l'OSCE a eu des résultats extraordinaires. Et sans couper l'herbe sous les pieds à l'ONU. Cette question des droits humains est fondamentale dans l'âme du soldat, a priori. Qu'il soit ou policier ou militaire. C'est ce qui fait que d'ailleurs souvent, dans les opérations, nous avons soit des political officers ou des civil affairs officers qui en fait gèrent ces problèmes de droits humains et qui font ce qu'on appelle la colocation dans le même bureau que les militaires, de façon à faire ressortir au mieux tous les aspects liés à l'homme, à la femme, à l'enfant, aux couches vulnérables. De façon à ce que cette prise en compte soit totale et puisse servir de terreau au droit. Pourquoi? Parce que tout a été écrit. Le problème, c'est l'application. Un soldat, sa base, ce sont ses devoirs, c'est vrai. Mais il y a les droits des autres. Même à la guerre, il y a des droits de la guerre. Ce qui fait que donc, l'un dans l'autre, il est en fait, il est même recommandé, il est essentiel que les droits humains soient pris en compte dans tout type de crise. Que la crise soit majeure ou mineure, ou crise mitigée.
qui ne respectent aucun droit. En tout cas, les plus à plaindre sont les populations qui sont les principales victimes, on peut le dire. Voilà. Et là, avec cette discussion qu'on a eue, on est loin de s'imaginer que la situation au Sahel, elle est loin encore d'être résolue. Loin d'être résolue. Ils sont dans une phase extrêmement complexe, extrêmement difficile. La réactivité, il faut qu'ils soient absolument réactifs. C'est le mot qu'il fallait pour la fin, justement. Être réactif et surtout être réactif encore. En tout cas, merci. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu dans ce numéro du débrief. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. Rendez-vous pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.